avec un contact direct par rapport au groupe qui terrorise cette région. Ça ne peut pas être simplement une sorte d'interposition, c'est une force, comme vous l'avez dit, d'action. Quel est le rôle que vous pouvez jouer pour justement mettre en œuvre ces plaidoyers des survivantes pour que la paix revienne Je pense que ma présence peut diminuer le message que je peux faire passer en France. Le président Macron lui-même, aux Nations Unies, a pris des contacts avec aussi bien le Rwanda qu'avec la RDC. Je crois que la France peut, sa place, à la fois travailler pour qu'une solution soit trouvée pour rétablir la paix en RDC et aussi évoquer les violences faites aux femmes en RDC. J'ai entendu ce qui a été dit par plusieurs personnalités, c'est que nous constatons qu'il y a des violences partout où il y a des guerres. Et on parle moins des violences qui sont commises ici que dans d'autres endroits de la planète. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est établir une hiérarchie entre les violences. Chaque fois qu'une femme est agressée sexuellement dans le cadre d'un conflit, ça doit être la même punition qui doit être opérée et les mêmes mots qui doivent être utilisés. C'est un crime de guerre. Et donc, il est très important qu'ici, dans l'Est du Congo, on sache bien que la France, et au-delà de la France, des personnalités travailleront pour que tous ces crimes ne restent pas impunis et qu'on dise que toute violence faite à une femme, où que ce soit, mérite à la fois la condamnation la plus ferme et la même chirurgie. Et là, c'était les enseignants venaient de l'ILB, donc l'équipe du professeur Kadière, qui venait tous les 3 mois, et une équipe d'à peu près 10 personnes qui venaient et qui opéraient les cas compliqués, les cas qu'on ne pouvait pas opérer avec notre expérience ici, mais au même moment, il y avait un transfert de connaissances de la part de cette équipe du professeur Kadière à l'équipe des Panzi. Et cet échange d'expérience est arrivé à un point où il fallait maintenant que les spécialistes de la République démocratique du Congo à Panzi puissent également aller à l'ILB et pour en fait aussi échanger avec leurs collègues de l'ILB. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a eu parfois des chirurgies qu'on pouvait faire ici, mais qui étaient suivies également dans le service du professeur Kadière. Donc, il y a eu des échanges entre ces deux universités, Saint-Pierre et l'hôpital de Panzi. Nous avons effectivement, je t'interromps, à l'hôpital Saint-Pierre, suite à l'expérience que nous avons eue ici, nous avons changé des techniques, nous avons changé aussi des trajets de soins, on a changé l'architecture des blocs opératoires et on a changé le trajet de soins des patients qui allaient être opérés. Et ça, c'était le fruit de l'expérience que nous avions eue ici. Et donc ici, je voulais dire que c'était un échange fructueux de deux côtés, puisqu'il y a deux choses. Je sais aussi qu'après, vous aviez fait des pull-through chez des patientes qui avaient, par exemple, des endométrioses qui étaient très compliquées. Donc il y a eu des échanges dans les deux sens, et ces échanges ont permis d'avoir d'un côté les enseignants qui partaient en Belgique et en revenant. Aujourd'hui, ils maîtrisent parfaitement bien la technique. Et je dois dire que ce transfert ne s'est pas limité tout simplement entre le Congo et la Belgique, mais aujourd'hui, nous avons des techniciens, des chirurgiens des Panzi qui diplôment interuniversitaires des chirurgies vaginales qui permet à ce que les expériences que nous avons ici, nous puissions également les partager dans le pays. Et là, je suis très fier, hier soir, alors que j'étais à table avec notre ministre de la Santé et qui m'a dit, le médecin directeur de l'hôpital de mon village vient de m'envoyer en fait sa documentation sur sa première hystérectomie par voie vaginale. Elle est à Panzi. Et donc vous comprenez très bien, il vient du sud du Bangui, mais très fier d'avoir fait sa première chirurgie vaginale ici à Panzi. Et désormais, les femmes du sud du Bangui devront désormais recourir à cette femme. Mais notre échange d'expérience, j'ai déjà dit, Saint-Pierre, hôpital de Panzi, l'université évangélique en Afrique centrale,
et l'ULB, mais également nous avons des échanges avec, par exemple, l'université de Lubumbashi, où les équipes de Panzi et de Saint-Pierre vont à Lubumbashi pour faire des enseignements. Et ces enseignements se font en 3 phases. Donc la première phase, c'est qu'on apprend aux médecins à travailler sur ce qu'on appelle les pelvis traîneurs que vous voyez là. C'est une boîte où vous opérez, donc vous vous entraînez à opérer en regardant sur l'écran. Donc vous n'êtes pas fixé sur ce que vous êtes en train de faire, mais ce sont en fait vos mains qui opèrent, mais votre regard est fixé sur l'écran. Et ce n'est pas toujours facile de faire cette coordination entre ce que vous voyez et ce que vous êtes en train de toucher sans regarder. Et donc, on utilise le pelvic trainer, et là, vous voyez, ce sont des médecins de Panzi qui sont en train de faire leur entraînement. Et ça permet en fait de ne pas toucher à un malade avant de maîtriser la technique. La deuxième phase de notre formation, c'est maintenant donc au bloc opératoire, où l'apprenant est avec un professeur qui l'apprend à faire maintenant ce qu'il a appris sur le pelvic trainer, mais le faire en vrai. Et ici, vous pouvez voir, quand nous opérons au bloc opératoire là en bas, il y a des étudiants. Comme tout le monde ne peut pas être au bloc opératoire, il y a des étudiants qui sont réunis ici. Et vous pouvez voir ici, vous voyez cette boîte-là, c'est celle-là ici, avec les étudiants qui sont là à votre place. Mais sur cet écran, ils peuvent suivre exactement la même chose que les chirurgiens. Et l'avantage en fait de cette technique, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'être au bloc opératoire pour faire la même chose qu'un chirurgien. C'est pour cette raison que je peux opérer avec le professeur Cadière, alors que lui, il est en Belgique et moi je suis ici, mais on discute et on le fait exactement ici. Les gens sont dans la salle ici. Avec le nouveau bloc, ça va être exactement pareil. Tout sera transmis dans un bloc où les étudiants suivent, peuvent poser des questions, puisqu'il y a la communication, peuvent poser des questions et avoir des réponses sans qu'ils soient forcément donc, au bloc opératoire. Et enfin... L'étape suivante. Ça, c'est l'étape suivante. Alors, ils sont dans le bloc. Vous disiez, bon, ben, donc là, c'est maintenant au bloc où les enseignements se font sur le patient. Et là, effectivement, c'est lui qui opère. Il peut avoir l'accompagnement de quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, mais il n'est jamais seul puisqu'il peut discuter, etc. Voilà. Très bien. Là, je faisais un cours magistral à l'université de Lubumbashi. Le professeur Cadière, avec l'équipe de Panzi, entraînait nos jeunes confrères de l'université de Lubumbashi sur un pelvic trainer. Et au bloc opératoire, l'équipe de Panzi est là avec le docteur Benjamin. Ils étaient en train d'opérer. Et donc, vous voyez que dans les autres universités, nous transférons la même chose que ce que nous faisons ici à Panzi. Voilà, et donc cette chirurgie-là, la science, on la garde jamais pour soi. La science, c'est toujours pour transmettre. On s'est aperçu assez rapidement que le milieu dans lequel on opérait, d'abord c'était le bloc qui était devenu vétuste, mais également il n'y avait pas suffisamment d'espace. Comme vous pouvez voir là, c'était entassé, mais il y avait une telle curiosité que nous nous sommes posé la question comment nous pouvons transférer la connaissance dans de bonnes conditions et permettre aux apprenants de travailler dans des conditions optimales. Et à ce moment-là, j'avais fait recours encore à mon cher ami, professeur Guy Bernard, pour qu'il puisse imaginer un bloc opératoire qui nous permettrait non seulement de prendre en charge les patients et les patientes de la province ici, en charge, mais également faire la formation, non seulement pour
des Congolais, puisque nous y sommes déjà, mais également faire la formation pour les Africains qui voudraient bien venir apprendre et faire la même technique que nous faisons. Je vous apprends que nous sommes actuellement en République centrafricaine, nous sommes en Guinée-Conakry où au mois d'octobre, j'y vais pour l'inauguration de notre centre pour les femmes, mais également nous sommes en dehors de l'Afrique. Nous sommes en collaboration avec l'Irak où nos médecins ici font la formation pour des collègues irakiens pour la prise en charge selon le modèle de Panzi, mais également nous allons commencer dans le mois qui suit la formation en Ukraine pour nos collègues ukrainiens. Et donc devant ces besoins énormes, vous comprenez très bien qu'on avait commencé il y a 10 ans avec quelques cas, mais aujourd'hui la demande est forte. Donc pas seulement en République démocratique du Congo, mais dans des zones de conflit, on fait de plus en plus recours à l'expertise de Panzi pour les soutenir dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Et c'est dans ce cadre que j'avais demandé à mon confrère, mon ami Guibert, de pouvoir imaginer un bloc opératoire, et il l'a fait, et aujourd'hui, peut-être qu'il peut nous présenter ce bloc opératoire. Et donc j'ai évidemment accepté, vous l'avez compris. Alors que ça me sortait de ma zone de confort. Donc rapidement, voilà, la construction commence. Grâce à Énergie Assistance, on a pu faire en sorte que le bâtiment soit autosuffisant au niveau des panneaux photovoltaïques. Grâce aux photovoltaïques, on a amené donc les containers. Enfin, c'était toute une aventure. On a eu l'expertise de tous les ouvriers congolais qui nous ont fait ça en un temps record. Voyez donc la mise en place ici du toit avec les panneaux solaires. Et puis finalement, pour arriver à ce que vous allez voir, c'est donc, voici nos nouveaux blocs opératoires. C'est à peu près ce qu'il y a de mieux actuellement dans le monde. Et donc maintenant, le cycle, il y a un cycle qui vient de se terminer. C'est que nous avons donc formé des gens, des chirurgiens. Ces chirurgiens, il y a, comme le professeur Mukwege l'a dit, une dizaine de chirurgiens ont été formés. On leur met maintenant les outils de travail les plus performants et on leur demande maintenant de développer eux-mêmes. Et donc pour nous, c'est une action à la demande du docteur Mukwege il y a 10 ans, qui nous a demandé de former des gens. Eh bien, on a formé des gens, on s'est formé. C'est vraiment des citoyens qui s'unissent entre eux. C'est pas un pays qui aide un autre pays, non, ici c'est un groupe. Pendant 10 ans, nous avons pu apprendre à nous connaître, nous avons eu des moments extraordinaires ensemble, et le cycle se termine, un autre cycle va commencer. On n'a surtout pas envie de nous séparer, mais qui est que maintenant, eh bien, il y a des chefs de service dans chaque département qui sont responsables de développer cette chirurgie minimale invasive dans leur domaine urologie, gynécologie, et ils ont les mêmes outils de travail que chez nous. On peut avoir plusieurs types de fistules. Ici, nous parlons de fistules urogénitales et digestives basses. Et ces fistules, vous pouvez les avoir par voie traumatique, mais vous pouvez aussi les avoir par voie obstétricale. Il y a des fistules, d'ailleurs, si je ne m'abuse pas, cet après-midi, nous allons par exemple traiter une fistule qui, elle, est tout simplement pathologique, c'est-à-dire qu'une femme qui a développé des diverticulites et qui s'est trouvée avec une communication entre le rectum et la vessie, et donc elle a les mêmes symptômes que ces femmes qui ont des fistules traumatiques. Donc, il y a plusieurs étiologies des fistules, mais ce que nous traitons toutes formes de fistules, mais les fistules traumatiques ont été à l'origine de cette grande mission que nous faisons.
Et vous aviez posé également la question de savoir si ce bloc va traiter d'autres pathologies. Absolument que oui. Je crois que c'est un bloc qui est moderne. Nous aurons par exemple une salle d'opération avec renouvellement de l'air constamment qui permet à travailler dans un milieu tout à fait spécial. Et je crois que nous aurons alors la possibilité de faire la neurochirurgie ou faire l'orthopédie sans crainte, puisque c'est un milieu où l'air est renouvelé constamment. Donc c'est quand même un bloc, comme l'a dit le professeur Kadier, c'est un bloc qui nous permettra, c'est un outil qui nous permettra de faire tout type de chirurgie dans des conditions optimales. Nous serons obligés pratiquement de couper pour une dernière question. Merci. Promesse de venir un jour ici à l'hôpital de Panzi, mais vous aviez sans doute pensé que les promesses étaient souvent volages et étaient oubliées à mesure que le temps passait. Mais non, je tenais à l'honorer parce que j'avais entendu votre cri il y a plus de 10 ans pour dénoncer les violences faites aux femmes ici dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et au-delà, j'avais salué tous les titres, tous les hommages qui vous avaient été rendus, et le prix Nobel de la paix en était un des plus illustres. Mais fallait-il encore que je me rende ici à Panzi pour être sûr que ce qui était dit était fait? Je n'avais pas beaucoup de doutes. Mais je veux remercier le gouvernement qui s'est associé à mon déplacement, le ministre de la Santé, le ministre des Droits humains et le gouverneur qui nous a accueillis, ainsi que l'ambassadeur qui m'a également suivi dans mon déplacement. Je suis en effet convaincu que ce travail que vous avez mené depuis tant d'années pour que les femmes soient réparées, pour que les femmes aussi soient traitées, suivies, et aussi réinséré, est un travail qui va bien au-delà de l'Est de la RDC et qui est un exemple pour le monde. Car hélas, le monde est frappé par de nombreuses violences, de guerres, et chaque fois qu'il y a ces conflits, les femmes sont les premières victimes. Que ce soit ici, dans l'Est du Congo, que ce soit dans le Sahel, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, que ce soit en Ukraine, partout, à chaque fois, ce sont les femmes qui sont victimes des pires atrocités. Et le viol, qui est considéré comme une arme de guerre. Vous l'avez dit plus tôt que les autres, Denis Mukwege, vous l'avez dit à chaque fois que vous avez été interrogé sur ce qui se passait ici. Vous l'avez dit en tant que médecin, mais vous l'avez dit aussi comme une grande voix du monde, pour alerter et pour aussi réparer. Et c'est en ce sens que la visite à Panzi est également éclairante. Je veux saluer Guy Bernard Kadier, qui depuis longtemps aussi faisait pression à toute occasion pour que je vienne à Panzi, mais j'attendais que l'unité soit prête et que les chirurgiens congolais puissent montrer tout leur art. Et ça a été le cas ce matin, et ce fut une visite très impressionnante. Et là aussi, soyez fiers, amis congolais, d'être capables de produire un établissement hospitalier comme celui-là, et qui va être une référence dans le monde. Parce qu'il y a les plus hautes technologies, oui, mais aussi parce qu'il y a tout ce que, autour de Denis Mukwege et avec tout le personnel de l'hôpital, est mis en place pour accompagner les femmes, pour leur donner une dignité, pour faire qu'elles puissent être non seulement réparées, comme l'on dit, mais réinsérées dans la société. Mais les ministres l'ont dit avant moi, le gouverneur aussi, si les conflits demeurent, si la guerre continue, si les forces étrangères s'invitent là où elles ne sont pas utiles, mais au contraire nuisibles,
s'il y a encore des violences qui sont commises par des groupes de toutes sortes, alors vous pourrez ici faire votre devoir, réparer, opérer, soulager. Ce processus n'en finira pas. Et c'est la raison pour laquelle ma présence, ce n'est pas seulement un signe d'amitié, un signe de reconnaissance, une fois encore le lien qui unit la France avec la République du Congo. Ce doit être une mobilisation pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes et pour faire cesser toutes les ingérences extérieures ici en RDC. Je veux aussi témoigner que vous avez cette chance ici en RDC d'avoir une personnalité comme Denis Mukwege qui est félicité, admiré même dans le monde entier, mais qui est d'abord et surtout un Congolais, un médecin congolais qui travaille au Congo et qui ne se satisfait pas simplement des lauriers qu'on lui tresse par le monde, même s'il est très important, et je remercie ici tous les sponsors, à commencer par Georges Forest, qu'il y ait une mobilisation pour trouver des financements. Mais c'est ici qu'il veut, et il l'a montré encore aujourd'hui, faire son travail de médecin et faire en sorte que cet hôpital puisse continuer à opérer avec les moyens les plus élevés de la science et de la technologie. Enfin, je veux dire que j'ai été particulièrement ému par le témoignage de la maman qui ne parlait pas français, mais même s'il n'avait pas été traduite, on l'aurait comprise. Parce que c'était à la fois une gratitude qu'elle exprimait à l'égard du personnel de cet hôpital, mais c'était aussi une demande que ne se reproduisent pas, y compris sur elle, les violences qu'elle avait déjà connues. Et elle parlait au nom de toutes ces femmes qui, quand elles quitteront l'hôpital, là où elles ont été particulièrement bien accompagnées, suivies et traitées, elles auront la peur au ventre. Eh bien, je le dis, dans aucun pays, aucune femme ne doit avoir la peur au ventre en sortant de chez elle ou en allant travailler. Parce que c'est le ventre, justement, qui a permis aux générations successives de pouvoir faire l'humanité que nous connaissons. Eh bien, au nom de l'humanité, au nom aussi de la France et de la République démocratique du Congo unis à cette occasion, je voudrais vous dire combien j'ai été heureux dans cet endroit où tant de malheurs néanmoins sont réparés, d'être ici à Panzi avec le docteur Mukwege et toutes les équipes qui l'entourent. Merci à tous et surtout, merci à toutes.